Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de dénombrement et nous allons travailler sur les applications entre ensembles finis. Donc nous allons nous placer dans le cadre suivant. E et F désignent deux ensembles, alors pas nécessairement finis, nous allons voir cela au cours de la vidéo. Et commençons par énoncer et démontrer un lemme. Alors ça sera le principal résultat technique de cette vidéo. Si la démonstration vous dépasse, vous pouvez l'accepter au moins en première lecture. Donc nous allons montrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes. Premièrement, eh bien, il existe une fonction petit f qui va de grand E dans grand F injective. Et deuxièmement, il existe une fonction, on va dire petit g, de grand F dans grand E surjective. Et du point de vue de la notion de cardinal, l'un ou l'autre, en fait l'un et l'autre, signifie que E est plus petit que F, qu'il y a moins d'éléments dans E que dans F. On démontre. Si on a 1, on prend F qui va de grand E dans grand F injective, et on va construire en fait une fonction grand G qui va de grand F dans grand E surjective, et même pas n'importe comment, on va avoir la composée des deux qui vaudra l'identité. Donc on construit G qui va de grand F dans grand E de la manière suivante. Si je prends Y dans grand F, eh bien de deux choses l'une. Si Y est dans l'image de petit f, eh bien je prends X dans E, l'unique antécédent de Y par F, et on pose X égale G de Y. Et si Y n'appartient pas à l'image de petit f, on définit G de Y quelconque. Et maintenant, donc, on a bien construit une fonction G qui va de grand F dans grand E, et on montre que la composée de F, pardon, on montre que la composée de F par G est égale à l'identité sur E. Donc si je prends X dans E, eh bien F de X est dans l'image de F, et donc par définition, G de F de X, c'est l'unique antécédent de F de X par F. Alors l'unique, pourquoi? Parce qu'on a une injectivité de F. On a l'injectivité de F. Donc G de F de X, c'est l'unique antécédent de F de X par F, et donc c'est X. Donc G de F de X égale X. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la composée de F par G, c'est l'identité sur grand E. Ça, c'est une fonction surjective. Et donc, on sait que G est surjective en utilisant un exercice élémentaire que nous avons fait. Si vous ne vous rappelez plus de cet exercice, eh bien, ouvrez les yeux sur la démonstration ici. Cela veut dire, vous voyez ici que vous obtenez un antécédent à x par g, c'est L de x. Donc vous obtenez la surjectivité de g. Donc maintenant, réciproquement, si on a 2, on prend petit g qui va de grand F dans grand E surjective, et on va construire une application petit f qui va de grand E dans grand F, qui se révélera être injective. Donc, comment fait-on cela? Si je prends x dans grand E, je sais qu'il existe un antécédent à x par f, je vais le noter y, il existe y dans grand F tel que y, tel que x
égale G de Y. Et donc, on construit. Alors, cet antécédent n'est pas unique. On le choisit et on pose f de x égale y. Donc, ce faisant, on a construit une application petit f qui va de grand E dans grand F. On va montrer que petit f est injective et on va même faire mieux. On va montrer que la composée de f par g est égale à l'identité. Donc, je prends x dans E et donc par définition, f de x est un antécédent de x par g. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que g de f de x est égal à x. Donc la composée de f par g est égale à l'identité. Cette application identité est bien sûr injective. Donc f est injective. Tout simplement. En utilisant le même type de résultat que ce qu'on avait auparavant. Alors si vous ne vous souvenez plus de ce résultat, regardez juste ici, vous prenez x et y dans E, vous supposez que f de x égale f de y, vous appliquez g, vous obtenez x égale y immédiatement. Donc on a bien montré notre premier résultat technique. Maintenant nous pouvons énoncer, et ensuite nous le démontrerons, le théorème principal de cette vidéo. Nous considérons une application petit f qui va de grand E dans grand F et nous allons raconter plusieurs choses. Premièrement, le cas où f est injective. Donc il faut se rappeler que si f est injective, moralement E est plus petit que grand F du point de vue du nombre d'éléments. Donc si grand F est fini et si petit f est injective, alors grand E est fini et a moins d'éléments que grand F. Donc le cardinal de grand E est inférieur ou égal au cardinal de grand F. Deuxièmement, dans le cas où f est surjectif, ça veut dire que grand E est plus grand que grand F du point de vue du nombre d'éléments. Donc si grand E est fini et si grand F est surjective, alors grand F est fini et le cardinal de grand E est supérieur ou égal au cardinal de grand F. Et enfin, troisième point, nous allons étudier le cas où il y a égalité des cardinaux. Donc, si cardinal de E égale cardinal de F, alors F est injective si et seulement si F est surjective, et bien sûr, si et seulement si F est bijective. Donc ce troisième point, c'est un outil finalement assez important. Alors dans le cadre restreint, on travaille sur des ensembles finis, mais c'est un nouvel outil pour vous pour montrer qu'une fonction est bijective. Quand vous avez une application entre deux ensembles finis, alors si les deux ensembles sont de cardinaux différents, vous ne pouvez pas avoir d'application bijective, et si les cardinaux sont égaux, pour montrer qu'une application est bijective, il suffit de montrer soit qu'elle est injective, soit qu'elle est surjective. C'est quelque chose d'assez utile. On démontre. Alors, pour le point 1, on se rappelle, donc si f est injective, eh bien, on se rappelle qu'une fonction réalise toujours une surjection sur son image, donc une fonction injective réalise toujours une bijection de son ensemble de départ sur son image. Donc, ça veut dire que E est équipotent à l'image de E par F. Or, on sait que f de E est une partie de grand F et grand F est fini. Donc, cela veut dire que f de E est fini et le cardinal de f de E est inférieur ou égal au cardinal de grand F. C'est un résultat qu'on avait obtenu dans la vidéo précédente.
Et donc, comme F2 est équipotent à E, on a le résultat immédiatement sur E. Pour le deuxième point, il suffit de voir que c'est juste le premier avec notre lemme. Donc, par notre lemme, comme F réalise une surjection de E sur F, il existe une injection G qui a de grand F dans le grand E. Et on utilise le point 1 sur G. Et donc on obtient immédiatement le point 2. Et maintenant pour le point 3, si F est injective, donc on a déjà que E est équipotent à F de E, hein, on le rappelle, c'est la même chose. Or, F de E est une partie de grand F et grand F est fini. Et le cardinal de grand F, c'est le cardinal de grand E, c'est le cardinal de l'image de petit f. Et donc, on a l'argument uniquement pour des ensembles finis. Si on a égalité des cardinaux et inclusion, alors on a égalité des ensembles. Donc, l'image de petit f, c'est égal à grand F, donc ça veut dire exactement que f est surjective. Alors je rappelle que cet argument ne s'applique que pour les ensembles finis. Vous avez une bijection de n dans n étoiles, vous avez inclusion stricte de n étoiles dans grand N, bien sûr. Et maintenant, réciproquement, si f est surjective, on va montrer que f est injective. Donc je prends x et y dans E, je suppose que x est différent de y, et je vais supposer aussi, pour raisonner par exemple par l'absurde, que f de x égale f de y. Bon, eh bien, comme f de x égale f de y, on peut enlever par exemple y dans grand E sans changer l'image par f. Donc ce que l'on a, c'est que f, si on la restreint à e privé de y, cela réalise toujours une surjection sur grand F, hein, parce qu'on n'enlève pas l'image, on n'enlève pas f de y, on enlève y dans grand E. Donc, par le point 2, eh bien, on a que le cardinal de E privé de Y est plus grand que le cardinal de grand F. Or, à gauche, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, ça, c'est le cardinal de E moins 1, mais comme E et F ont le même cardinal, c'est le cardinal de grand F moins 1. Donc, ça donne que le cardinal de grand F moins 1 est plus grand que le cardinal de grand F, ça veut dire moins 1 supérieur ou égal à 0. Et là, on a une contradiction. Donc, petit f est injective. Donc, on a bien l'égalité de ces deux choses. Alors, un point de vue très utile, un corollaire immédiat de ce que l'on vient de raconter, c'est ce qu'on appelle le principe des tiroirs. Alors, je l'énonce d'abord de manière, on va dire, mathématique, et ensuite, on va donner l'interprétation, on va dire, usuelle. Donc, c'est de dire que si E a un cardinal strictement plus grand que celui de grand F, alors il n'existe pas d'injection de E dans F. Alors, au fait, c'est vrai aussi dans le cas où les ensembles ne sont pas finis. Donc ça, c'est un principe très général. La traduction, on va dire, non technique, c'est de dire que si on a n chaussettes et P tiroirs, avec strictement plus de chaussettes que de tiroirs, et bien si on veut ranger les chaussettes dans les tiroirs, eh bien il y a au moins un tiroir qui contient 2 chaussettes. C'est-à-dire que l'on ne peut pas injecter les tiroirs dans les chaussettes.
Pardon, les chaussettes dans les tiroirs, excusez-moi. Donc, il n'y a pas injection de l'ensemble des chaussettes dans l'ensemble des tiroirs. Donc, on a forcément au moins 2 chaussettes dans un même tiroir. Ça, c'est quelque chose d'assez utile. Donc, exemple exercice, on va en faire 2. Vraiment très classique. Le premier, assez élémentaire. Donc, je prends un entier naturel n non nul. Je prends des nombres n plus 1 entier, relatif, quelconque, et je veux montrer que 2 de ces nombres ont une différence divisible par n. Donc montrer qu'il existe i et j compris entre 0 et n, tel que AI est congru à AJ modulo n. Je vous laisse réfléchir un petit peu, au besoin de mettre en pause la vidéo, je vous donne une solution. Il suffit de voir les A0 à n comme n plus une chaussette et les tiroirs comme étant, alors soit les classes de congruence modulo n, il y en a n, soit pour faire de manière un peu plus élémentaire, les restes dans la division euclidienne par n. Donc si je prends i entre 0 et n, je note ri, le reste de la division euclidienne, donc de ai par n. On a ri qui est entre 0 et n-1. Donc on a R0, Rn qui sont dans le segment entier 0, n-1. Donc là, on a n plus 1 entier. Là, on a quelque chose de cardinal n. Donc on peut dire par le principe des tiroirs, il y en a 2 DRI qui sont égaux. Donc il existe I différent de J compris entre 0 et n tel que RI égale RJ, c'est-à-dire que AI est congru à AJ modulo n. Encore une fois, pour utiliser le principe des tiroirs, on n'était pas obligé de revenir à un reste dans la division euclidienne. On pouvait juste prendre des classes d'équivalence dans la relation de congruence modulo n. Mais bon, c'est plus élémentaire ainsi. Deuxième exercice, un peu plus abstrait. Donc je prends G étoile un groupe, donc noté multiplicativement, A une partie de G non vide, stable par produit. Cela veut dire que pour tout xy dans grand A, xy appartient à grand A. Et l'exercice est de montrer que grand A est un sous-groupe du groupe G étoile. Donc vraiment un exercice très classique. Je vous laisse y réfléchir un peu, mettre au besoin en pause la vidéo. Et donc si vous reprenez, vous prenez n qui est le quart. Ah non, j'oublie bien sûr l'hypothèse, excusez-moi, et a fini. Autant pour moi. Donc vous notez n égale le cardinal de grand A. Vous prenez x dans grand A et vous regardez x carré jusqu'à x puissance n plus 1 qui sont dans grand A. Donc vous avez n plus 1 objet dans grand A qui est cardinal n. Donc par le principe des tiroirs, il existe I et J entre 1 et n tel que x puissance i égale x puissance j. Vous pouvez toujours supposer que i est strictement plus petit que j, donc ça donne x puissance j moins i. C'est le node de g, c'est dans A. Donc grand A déjà contient le node de g, et ensuite on multiplie par l'inverse de A, x puissance j moins i moins 1, c'est égal à l'inverse de x, et encore une fois, c'est dans grand A,
car j-i-1 est positif. Donc, conclusion, grand A est une partie de G qui contient le neutre qui est stable par produit, qui est stable par l'inverse. Donc, grand A est un sous-groupe de notre groupe de départ. Voilà pour cette vidéo. Nous en avons terminé avec, on va dire, les arguments abstraits sur la notion de cardinal. Dans les vidéos suivantes, nous passerons à la deuxième partie et nous verrons d'un point de vue plus concret comment compter le nombre d'éléments d'un ensemble.